Ok, très bien. Donc, Sophie Zopa est directrice de recherche du CEA, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, ici à Sorbonne, dans l'équipe modélisation du climat. Elle étudie à l'Université Paris-Saclay. À l'Université Paris-Saclay, pardon, oui. Et elle étudie plus particulièrement la chimie troposphérique par modélisation numérique. C'est bon, oui, c'est juste. Et s'intéresse aux problématiques environnementaux actuelles, par exemple la pollution, mais aussi dans le passé lointain. Voilà. Elle est coordinatrice dans le groupe de travail sur la base physique du climat dans le 6e rapport du GIEC, contributrice au résumé pour décideurs, donc c'est le executive summary, je pense, du rapport de GIEC 2021 aussi, et membre du comité du pilotage scientifique du programme international SPARC. Voilà. Je ne sais pas si le micro... Non, micro, c'est pas utile en fait, c'est parce que c'est l'autre. D'accord, donc voilà. Je parle fort. Voilà. Ben, merci, bonjour à tous, ici à Paris ou au Bénin. Donc effectivement, je vais vous parler du changement climatique et des conclusions principales qui sont résumées dans le rapport de synthèse du GIEC, rapport de synthèse qui est sorti en mars. Et puis je ferai une petite... je parlerai un tout petit peu des matériaux à la fin, sachant que ça n'est pas mon domaine, donc je suis allée piocher un peu dans le rapport du GIEC et j'espère juste vous donner envie d'aller piocher un peu plus longuement dans ce rapport. Donc le rapport de synthèse, c'est, comme son nom l'indique, la synthèse de l'ensemble des rapports qui sont sortis dans ce 6e exercice, 6e exercice qui a couvert 2018 2022, et dans lequel on a eu donc 3 rapports qui sont les 3 rapports qu'il y a eu à chacun des 6 exercices de l'IPCC. Un qui explique les bases physiques du changement climatique, un qui s'intéresse aux impacts sur les écosystèmes et nos sociétés et les moyens de réduire ces impacts, et puis un dernier qui est sur l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire limiter le niveau de réchauffement en limitant nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis dans cet exercice, il y a également eu 3 rapports spéciaux, dont un très particulier sur l'objectif de rester dans le cadre de l'accord de Paris, de rester avec un réchauffement limité à 1,5 degré, objectif dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et donc ces rapports, ils sont élaborés sur la base de la littérature existante. Ce n'est pas des rapports où on construit de la science, si ce n'est qu'on construit de la synthèse de résultats. Donc c'est derrière de nombreuses publications scientifiques qui sont analysées et vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour avoir plus de détails sur certains éléments. Et puis, c'est un processus qui est de co-construction avec les gouvernements pour ce qui est du résumé pour décideurs, avec à la fin une acceptation phrase par phrase de ce résumé pour décideurs en présence des représentants de 195 pays. Donc, c'est quelque chose qui fait largement consensus scientifiquement et politiquement. Donc, les 3 mots par lesquels on peut résumer tout ce travail de synthèse, c'est gravité de la situation, on va le voir dans un instant, l'urgence qu'il y a à agir pour limiter le réchauffement et pour s'adapter pour limiter les impacts, et puis les moyens d'action qui sont montrés par la science, et on le verra notamment la science des matériaux. Donc, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On est aujourd'hui à un réchauffement de 1,1 degré. Donc, ça, c'est pour la décennie 2010-2019 comparé à la période 1850-1900. Vous voyez ce réchauffement sur la droite de l'écran. C'est pas partagé. Bon. Vous avez cette interruption technique. Que c'est bien partagé avec le Bénin. Pourquoi? C'est ici. Non. Non plus. Ah. C'est un PowerPoint. Oui. C'est là. Oh là là, je suis désolé, j'ai interrompu on va faire. C'est un peu embêtant pour le Zoom, quoi. Je comprends même plus où il est. Il y a trop de choses ici. Pourquoi je ne vois même plus?
Est-ce que vous êtes capable de le retrouver? Pourquoi? Peut-être si on fait partager le desktop. Ah. Ouais. Et que là, on va. C'est pas un truc que non. On va partager votre écran, ouais, c'était bien. Allez-y. Et là, il n'y a plus rien. Bon, il est où votre document? Il est sur le bureau. C'est celui-là ou pas? Ouais. Bon, il ne fallait pas que je vienne. Puis après tout. Ah bah, là, on n'arrive même plus à afficher le PowerPoint. C'est comme ça, ici. Donc, partage. Je pense qu'il faut peut-être d'abord arrêter le partage et relancer. Ouais. Il est où le PowerPoint, c'est ça? Non, il est sur le bas. Alors, pour ouvrir PowerPoint. Tu as arrêté le PowerPoint? Non, il est ouvert, mais. Ah, D'accord. Il y avait un bug en fait quelque part. C'est bien. non. Alors, pourquoi? Il faut le faire quitter PowerPoint. Mais il est où le PowerPoint? Là. C'est pas mal. Voilà. Non, on va C'est sur la dernière intervention, je vous promets. Voilà. Ouais. C'est bien. Là, vous êtes sur la clé ou... Ouais. Parce qu'il l'a copié sur le bureau. Là. Ah, Ça y est, voilà. Donc là, il faut aller sur le vert. C'est ça. Hein? Ouais. Donc, normalement. Voilà. Bien, merci. Excusez-moi. C'est bon. Presque. C'est bon, vous l'avez? Ouais, j'ai encore la petite diapositive. Vous êtes encore la première et pas la Non, celle-ci. c'est parce que je pense que vous voyez à cet écran-là. Voilà, on a bien réussi. En fait, il faut. Ça me parle dessus là. En dessous. C'est bien. Voilà, c'est ça qu'il faut. Non, mais ça, excusez-moi, voilà, il y a un truc. C'est bon, là? Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, je vous disais, le réchauffement était de 1,1 degré pour la dernière décennie par rapport à 1850-1900. Aujourd'hui, si on déplace à la décennie 2013-2022, on est même à 1,15 degré. Au-delà de ce réchauffement en moyenne globale de la température, dont on entend beaucoup parler, en pratique, on a des changements physiques observés dans l'ensemble des composantes du système climatique. Donc, le système climatique, ce n'est pas seulement l'atmosphère, c'est l'atmosphère, l'océan qui absorbe 90% de l'énergie excédentaire et qui, sous l'effet de cette énergie, va se dilater. La cryosphère qui fond aussi bien les glaciers de montagne que, par exemple, la calotte de glace groenlandaise.
le pergélisol qui dégèle et puis qui va contribuer à apporter de l'eau à l'océan. Et du coup, on a la moitié de l'effet de la montée des mers qui est liée à cette fonte de la cryosphère, l'autre moitié étant la dilatation thermique. L'océan subit aussi une acidification avec l'augmentation de CO2, et puis on a des changements sur les surfaces terrestres avec une augmentation généralisée des précipitations en moyenne sur les continents, et puis également des changements de la biosphère, donc, par exemple des changements avec un verdissement qu'on peut observer depuis l'espace à nos latitudes, aux moyennes latitudes, qui sont liées notamment à la fertilisation par le CO2 de la végétation, qui est un des effets dominants jusqu'à présent, même si la végétation subit bien d'autres effets que cet effet positif. Donc ça, c'est pour les grands changements moyens, mais après, on a aussi des changements dans les extrêmes qui vous sont sans doute maintenant familiers. D'une part, les changements de canicule, de précipitations extrêmes, de sécheresse ou de cyclones tropicaux intenses. Ces événements extrêmes sont rendus plus fréquents, plus intenses par le réchauffement climatique. Et puis, on a des changements qui se combinent, par exemple, avec la sécheresse et les vagues de chaleur. On va avoir des conditions qui sont plus propices aux feux de forêt, qui vont donc pouvoir s'étendre plus largement dans le temps et dans l'espace. On a des pressions multiples sur le vivant dans l'océan liées à l'acidification, les vagues de chaleur océanique et le fait qu'il y a moins d'oxygène dans l'océan parce que comme il est plus chaud, il a une moins bonne circulation. Et on a des effets sur les littoraux qui sont liés à la fois à la montée du niveau des mers, mais aussi à ces effets de fortes précipitations ou de cyclones tropicaux qui peuvent être plus intenses. Donc, ce que l'on voit ici, c'est cette augmentation de température sur la droite dont je vous parlais, comparée à l'enregistrement et à la reconstruction de la température sur les derniers 2000 ans. Vous voyez que cette augmentation de la température est extrêmement rapide et c'est bien ce qui rend très difficile aussi l'adaptation à ce changement climatique. Donc là, on est en température moyenne, donc si on prend tous les points de surface, en pratique, on a un réchauffement qui est plus fort sur les continents que sur les océans et plus fort dans certaines régions, par exemple sur toute la zone arctique. Donc, on voit ici la répartition de l'augmentation des extrêmes dont je vous parlais. Donc, ce sont des cartes du monde stylisées. Ce que vous voyez à gauche, c'est que pour les extrêmes chauds, c'est quelque chose que l'on constate partout dans le monde. Pour les fortes précipitations ou les sécheresses agricoles, donc les sécheresses agricoles, c'est les sécheresses pendant la saison de croissance des végétaux, on a des comportements qui vont être plus hétérogènes dans l'espace. Grosso modo, on a un cycle hydrologique qui est amplifié par le réchauffement climatique, c'est-à-dire plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, mais du coup, quand ça précipite, plus de précipitations. Donc, quand on a dans les endroits où il y avait déjà des précipitations, ces précipitations vont être amplifiées. Dans les endroits qui subissaient déjà de la sécheresse, c'est la sécheresse qui va être amplifiée. Et puis, vous voyez pour sécheresse et précipitations que dans l'hémisphère sud, et en particulier en Afrique pour les précipitations, toutes les zones que l'on a en grisé, ce sont des zones pour lesquelles on manque aujourd'hui d'observation pour pouvoir arriver à des conclusions. Et donc, il y a encore des enjeux de recherche très forts dans l'acquisition de données sur ces régions. Donc, ces changements physiques, ils conduisent à des changements sur nos sociétés, des impacts sur nos sociétés et sur le vivant. Ce que vous voyez en bas à droite sur la biodiversité et les écosystèmes, c'est qu'on constate en pratique des changements sur tous les types d'écosystèmes, qu'ils soient terrestres, océaniques, lacustres, avec à la fois des déplacements, c'est-à-dire que plus de la moitié des espèces étudiées ont migré soit vers les pôles, soit en altitude pour retrouver des conditions qui leur soient favorables, soit des changements de saisonnalité avec des saisons de croissance qui vont être plus longues, des changements de structure, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes espèces qui vont dominer les écosystèmes. On a également des conséquences pour nos sociétés en termes d'augmentation des problèmes de pénurie d'eau et de pénurie alimentaire. Alors, principalement aujourd'hui en Afrique, en Asie, en Amérique latine. On a des rendements de culture qui sont, même si ça s'est amélioré à l'échelle mondiale sur les dernières décennies avec les techniques agronomiques, on sait que ça a été freiné par le réchauffement climatique et qu'on a des aléas liés aux extrêmes qui sont de plus en plus fréquents avec des pertes de récolte de plus en plus fréquentes.
Des problèmes pour les pêcheries et l'aquaculture déjà observés partout dans le monde. Des problèmes sur la santé qui vont être liés d'une part aux problèmes pendant les vagues de chaleur, d'hyperthermie, mais aussi des problèmes de dispersion de maladies infectieuses, donc les maladies qui sont dispersées par des moustiques typiquement ou des tiques qui vont avoir des aires de répartition plus grandes dès aujourd'hui avec le réchauffement climatique, des problèmes de santé mentale qui vont être liés au stress post-traumatique pour les populations qui sont déplacées ou qui doivent survivre à des aléas extrêmes. Déjà aussi des déplacements qui sont constatés, qui sont des déplacements plutôt intra-région aujourd'hui, qui sont liés aux déplacements pour faire face aux aléas, et puis des pertes en termes d'infrastructures qui ont aussi augmenté ces dernières années avec des dommages sur les secteurs économiques, notamment sur le secteur de l'agriculture qui sont importants. Donc derrière ce réchauffement dont je vous disais qu'il est aujourd'hui de 1,1 degré, on est capable avec les modèles de climat de démontrer que c'est intégralement lié à nos activités humaines. C'est la seconde barre rouge que vous voyez, qui est de fait d'amplitude équivalente à ce que l'on observe. Et cette influence humaine, elle se divise en deux grosses influences. D'une part, un réchauffement très fort qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre qui vont capter une partie du rayonnement qui est réfléchi par la Terre. Et d'autre part, un signal de refroidissement, c'est la petite barre que vous voyez qui va vers le bas, qui est lié essentiellement à la présence de particules fines dans l'atmosphère, particules de pollution, qui aujourd'hui masquent à peu près un tiers du réchauffement. Le maximum de cette pollution particulière est derrière nous, donc c'est aujourd'hui un signal qui est en train de décroître et de contribuer à démasquer du réchauffement. Puis dans ces modèles, on prend aussi en compte tout ce qui va être variabilité naturelle, liée par exemple à la modification du flux solaire entrant ou au volcan. Et ça permet d'expliquer les variations interannuelles, les variations internes, mais ça ne permet pas du tout d'expliquer cette augmentation de 1,1 degré. Donc derrière cette augmentation des gaz à effet de serre en concentration, ce qui se cache, c'est bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre que vous voyez sur la droite, qui continuent d'augmenter et qui sont liées en grande partie en vert au CO2 qui est émis par les énergies fossiles et en partie aussi par l'industrie, on y reviendra, donc en partie aussi dans la fabrication par exemple de l'acier et du ciment. On a une partie en gris qui est liée au changement d'usage des terres, donc en fait à la déforestation. Quand on fait de la déforestation, en fait, on va déstocker ensuite du carbone qui est dans le sol, donc Oui. à des émissions de CO2. Et puis on a en bleu clair au-dessus les autres gaz à effet de serre, donc principalement N2O et le méthane, qui sont liés en grande partie aux activités agricoles. Donc, comme le disait la personne qui m'a précédée à l'estrade, on a aussi une distribution très inégale des émissions de gaz à effet de serre. Ce que l'on voit ici, c'est en termes de cumul historique. Alors, pourquoi regarder le cumul historique? Parce qu'en pratique, dans les 1,1 degrés qu'on subit aujourd'hui, on a une partie qui est liée à du CO2 qui a été émis au début de l'ère industrielle. Le CO2, il est émis, 56% va être récupéré par aujourd'hui l'océan et la biosphère terrestre, mais une partie du CO2 va rester pour des millénaires dans l'atmosphère. Et donc, on subit encore aujourd'hui du CO2 qui est lié à des émissions au début de l'ère industrielle. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de regarder ce cumul historique. On voit que l'Amérique du Nord et l'Europe représentent 40% du cumul historique, donc il y a bien une dette historique des pays développés envers les pays émergents, les pays en développement, pardon. Et ce que l'on voit ici, c'est la distribution des émissions, cette fois par personne et par région, en 2019. Et là aussi, on retrouve cette très grande distribution, avec pour l'Amérique du Nord pas loin de 20 tonnes par personne et par an, alors qu'en Europe, on se situe à peu près autour de la moyenne, un peu plus pour la France que pour la moyenne européenne. On est plutôt à 10 tonnes en France. Et on voit qu'en Afrique, en Asie du Sud-Est, on est sur des émissions qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles. En pratique, 10% des émissions 10% de la population
qui a l'empreinte la plus élevée, représente 40% des émissions mondiales, tandis que la moitié de la population mondiale représente moins de 14% des émissions. Donc les objectifs en termes de réduction d'émissions sont évidemment bien différents d'une région à l'autre. Donc, ce dont je vous ai parlé au départ en termes de changement physique, c'est ce qui va créer des aléas physiques. Pour caractériser le risque ou l'impact de ces aléas, il faut regarder où vont se produire ces aléas, c'est-à-dire est-ce qu'on a une exposition d'une population ou d'un écosystème, et est-ce que cette population ou cet écosystème a une vulnérabilité ou non qui va augmenter le risque. Donc ça, c'est une analyse ce sont des analyses qui sont faites dans le groupe 2 et qui, du coup, sont aussi beaucoup liées à des facteurs socio-économiques. La vulnérabilité, ça va être le moyen qu'il peut y avoir au sein de chaque pays pour éventuellement faire face à ces aléas avec notamment des systèmes d'assurance, des systèmes d'alerte, des systèmes de santé efficaces. Et donc, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est à gauche l'indice de vulnérabilité par pays en fonction des émissions par personne. Et là encore, on retrouve de nombreux pays qui ont une très forte vulnérabilité tout en contribuant très peu au réchauffement climatique. Et ensuite, au sein de chaque pays, on va retrouver une distribution comme ça avec des poches de population, même dans les pays riches, qui vont être très vulnérables au changement climatique parce que moins intégrés socialement. Donc, ce qu'indiquait le rapport du groupe 2, c'est qu'il y a plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui qui vivent dans des contextes qui sont très vulnérables face au changement climatique. Par exemple, parce qu'ils ont des moyens de subsistance qui vont dépendre directement du climat, par exemple une agriculture de proximité, ou parce qu'ils sont dans des systèmes socio-économiques qui permettent peu de résilience. Donc, on va passer à la partie des futurs qui sont face à nous. Donc, pour comprendre ces futurs, il faut d'abord comprendre que la relation physique entre le réchauffement de la planète et la quantité de CO2 émise. Donc, la première chose, c'est que si on atteignait net zéro CO2, c'est-à-dire si on n'émettait plus du tout de CO2 et qu'on baisse très fortement les émissions des autres gaz à effet de serre, on aurait une stabilisation du réchauffement, donc de la température moyenne atmosphérique. C'est un point important parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a une inertie et que si on arrête, ça continue de se réchauffer. Ce n'est pas du tout le cas. Si on arrêtait d'émettre, on arriverait à stabiliser le réchauffement atmosphérique. Le second point important qui émane de la physique climatique, c'est qu'on a une relation assez simple entre la hausse de la température mondiale et les émissions cumulées depuis 1850. Donc la somme de tout ce qui a été émis depuis 1850. On voit qu'on a une relation qui est quasiment linéaire. Et donc ça permet de déterminer pour différents objectifs de réchauffement qu'on se donne, quelle est la quantité de carbone que l'on peut encore émettre. C'est ce que l'on appelle les budgets carbone résiduels ou budget carbone restant, et c'est ce qui fait l'objet des négociations internationales dans les COP. Donc, ce que l'on voit ici en haut à gauche sont les émissions historiques cumulées depuis 1850. Donc, en cumulé, l'humanité a émis 2400 milliards de tonnes depuis 1850. Ce que l'on voit ensuite en vert, c'est ce que l'on peut rajouter en termes d'émissions avant de dépasser 1,5 degré ou 2 degrés. Alors ici, c'est avoir 83% de chances de rester en dessous de 2 degrés parce que ce que dit l'accord de Paris, c'est qu'on doit tout faire pour rester en dessous de 2 degrés, voire à proximité de 1,5 degré de réchauffement mondial. Donc, pour être dans le cadre de l'accord de Paris, les barres vertes symbolisent ce que l'on peut encore émettre. En tout cas, ce que l'on pouvait encore émettre à partir du 1er janvier 2020. En pratique, on est en juin 2023. Un article a été publié récemment qui remet à jour l'ensemble de ces chiffres avec les données les plus récentes, notamment ce qu'on a émis ces dernières années. Et aujourd'hui, ça n'est plus 500 milliards de tonnes, la première barre verte, mais 250 milliards de tonnes qu'on peut encore ajouter avant de dépasser 1,5 degré. Donc ça, ce sont les objectifs de l'accord de Paris en vert.
la barre qui est toute seule au milieu, c'est ce qui sera émis si on garde des émissions constantes entre 2020 et 2030. Donc, on voit que sur 10 ans, on aura complètement consommé ce budget carbone restant. Et ce que l'on voit, les deux barres grises en dessous, ce sont les émissions si on mène à leur terme l'ensemble des infrastructures fossiles qui existent, donc aussi bien, par exemple, les centrales à charbon pour faire de l'électricité que les véhicules, les voitures avec des moteurs thermiques. On voit que si on amène toutes ces infrastructures à leur terme, on présente déjà aussi une bonne partie du budget pour rester en dessous de 2 degrés. Donc ça vous donne une idée déjà de l'urgence qu'il y a à réduire les émissions simplement d'un point de vue purement théorique. Donc pour regarder d'un point de vue qui prenne plus en compte aussi les possibilités socio-économiques, ce qui peut se passer, on utilise ce que l'on appelle des scénarios. Donc des scénarios, c'est quelque chose qui est construit à partir d'hypothèses, par exemple des hypothèses d'évolution de la population mondiale, de technologies disponibles, de grandes lignes aussi géopolitiques. Est-ce qu'on est dans des régimes, est-ce qu'on est plutôt dans un monde où les pays s'entraident et où il y a du transfert technologique, ou est-ce qu'on est plutôt sur ce que l'on voit malheureusement en ce moment, des pays qui se referment sur eux-mêmes et qui sont plus tournés vers des nationalismes exacerbés. Donc ça nous donne des grands jeux d'hypothèses, et ces grands jeux d'hypothèses, les économistes sont capables de les traduire en évolution d'émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre ou de polluants ou d'usage des terres. Donc, c'est ce que l'on voit représenté pour 5 grands scénarios sur la gauche. C'est les 5 grands scénarios qu'on a le plus utilisés pour la physique climatique parce qu'ils permettent de couvrir un éventail très large. En particulier pour le scénario haut, il nous permet d'aller voir ce qui se passe si on émettait beaucoup de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a ou pas des emballements dans le système physique? Donc, ça permet de couvrir une grande gamme de possibles, même si tous n'ont pas la même probabilité d'exister. Donc, ça, c'est les 5 grands scénarios qu'on a utilisés dans le groupe 1. Et ce que l'on voit quand on utilise ces émissions de CO2 et que l'on projette ce qui peut se passer en termes de température mondiale, donc c'est ce qui est représenté sur la droite, on voit que déjà, dans tous les cas, même si on est sur le scénario bas à très bas en termes d'émissions, on a un réchauffement qui va encore continuer à augmenter pendant les 20 prochaines années. On va très vraisemblablement dépasser 1,5 degré de réchauffement au début de la prochaine décennie, 2030. Donc tout ça est lié au fait que tant qu'on n'a pas atteint net zéro CO2, c'est-à-dire plus du tout d'émissions, des émissions très faibles qu'on arrivera à compenser, on continue de rajouter du réchauffement, et donc c'est bien ce que l'on voit sur ces courbes. Et puis on voit que pour la fin de siècle, on a des choses qui sont très disparates, suivant qu'on va réussir à vraiment infléchir cette courbe d'émissions mondiale, ou au contraire à la stabiliser, voire à avoir une augmentation continue des émissions. Donc ça, c'est juste pour vous dire que nous, dans le groupe 1, donc dans la physique, on était essentiellement sur 5 grands scénarios, mais les gens qui ont des modèles d'économie, eux, sont capables de développer des milliers de scénarios, et ce sont ces milliers de scénarios avec tout un tas d'hypothèses de développement technologique que eux vont ensuite analyser pour regarder les différents mondes qui sont compatibles, par exemple, avec 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, pour une trajectoire donnée, si on veut rester à 2 degrés, il n'y a pas qu'un monde possible, il y a plein de mondes possibles, plein d'arrangements possibles, et c'est ce qui est investigué par les économistes du groupe 3. Donc ici, c'est la même représentation que ce que je vous montrais avant, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la température mondiale passée et dans les 5 scénarios futurs, mais représentée un petit peu différemment. Donc plus on va vers du rouge foncé, plus on a une augmentation. C'est la même chose que ce qui était représenté par le graphique précédent, mais ça a été utilisé aussi pour montrer la différence de climat entre les générations et la dette générationnelle qui peut exister aujourd'hui en termes de réchauffement climatique. Donc, je vous ai dit que ce réchauffement allait se poursuivre et s'accroître encore au moins pendant 20 ans. Ce
qu'il faut comprendre derrière, c'est que être à 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement, ça fait déjà une vraie différence. Et ensuite, si on passe ce cap de 2 degrés et qu'on continue de réchauffer, ça va là aussi accroître l'ensemble des effets du réchauffement climatique dont je vous ai parlé au début, qu'on observe déjà. Donc à la fois les changements moyens, donc c'est ce que l'on voit ici avec le changement de la température en moyenne annuelle pour 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés. Donc on voit bien ce contraste à chaque fois entre les continents et l'océan, mais on voit aussi comment ces changements vont s'intensifier au fur et à mesure que la température mondiale va augmenter. C'est vrai également pour le cycle de l'eau, avec ce renforcement des sécheresses partout où on a des climats méditerranéens, donc pour notamment tout le pourtour méditerranéen et l'Afrique du Sud. Et c'est également le cas pour l'intensification des précipitations dans les régions concernées. Derrière, c'est aussi le cas pour l'ensemble des extrêmes qui se renforcent également avec le niveau de réchauffement. Vous voyez par exemple en haut le changement de la température du jour le plus chaud pour un réchauffement à 2 degrés. Le jour le plus chaud, il n'est pas décalé de 2 degrés, mais il peut être décalé dans certaines régions de plus de 4 degrés. Donc vous allez avoir pendant les canicules 4 degrés de plus que ce que vous pouviez avoir dans un monde où il y avait des extrêmes chauds déjà, mais moins fréquents et beaucoup moins intenses que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Et donc le rapport étudie aussi tout un tas de paramètres qui sont extrêmement importants, par exemple pour l'agriculture, qui vont être vraiment ce qui va derrière conduire à des impacts en termes d'extrêmes. Ce que l'on voit aussi, c'est combien ces changements, au fur et à mesure qu'on réchauffe, sont impactants, par exemple, en termes de santé humaine. Ici, ce que vous voyez, ce sont les nombres de jours par an où on a des conditions de température et d'humidité qui sont mortelles pour des gens qui travaillent ou qui vivent en extérieur. Vous voyez combien ça s'intensifie entre un monde qui serait autour de 2 degrés de réchauffement et qui serait au-delà de 2,5 degrés de réchauffement, avec toute une bande très large tropicale qui se retrouve avec parfois plus de 300 jours par an où on a des conditions extérieures qui sont mortelles, donc une difficulté, voire une impossibilité de conduire de l'agriculture ou de la construction de bâtiments. Donc il y a des solutions d'adaptation qui sont identifiées, notamment en termes d'investissement dans les systèmes de santé. Ça permet de limiter le risque jusqu'à un certain niveau de réchauffement. Au-delà, on comprend bien que ça n'est pas suffisant pour complètement limiter les risques, notamment liés à la chaleur. Ce que l'on voit ici, c'est le pourcentage d'espèces animales qui se retrouvent dans des conditions qui sont dangereuses. Alors ici, comme je l'ai écrit dans le titre, c'est sans relocalisation, c'est-à-dire sans considérer le fait que les espèces sont pour certaines en capacité de migrer et sans considérer l'éventuelle adaptation des espèces qui est aujourd'hui extrêmement difficile à simuler. Mais ça montre, là encore, l'énorme pression qu'il y a pour tout le vivant dans la bande tropicale, notamment pour les systèmes océaniques, où on se retrouve avec plus de 80% des espèces connues aujourd'hui qui ne pourraient pas survivre dans un monde avec un réchauffement de plus de 3 degrés. On a également des changements qui s'amplifient en termes qui mettent à mal la sécurité alimentaire. On le voit ici pour le rendement en maïs. Alors, c'est sans considérer là aussi d'adaptation, de sélection d'espèces qui seraient mieux adaptées. C'est en considérant ce qui est cultivé ou cultivable actuellement. Et ce que l'on voit en bas, c'est l'impact sur le potentiel de prise de pêche avec à nouveau lié à l'acidification, la déoxygénation, le réchauffement, une très très forte pression sur la pêche quasiment pour l'ensemble du monde, avec des résultats qui semblent positifs sur l'Arctique, mais qui sont extrêmement incertains, mais qui potentiellement peuvent aussi conduire à des changements géopolitiques et des pressions importantes si la ressource s'avérait augmenter avec le réchauffement climatique. Donc, je vous disais, il y a des changements qu'on peut stabiliser. C'est le cas du changement de la température atmosphérique. Ce n'est pas le cas pour certains changements. Pour tout ce qui inclut des changements lents
dans le système, donc notamment la montée du niveau des mers. C'est quelque chose qui va se poursuivre, même si on arrive à stabiliser la température, ça se poursuivra pendant des millénaires. Néanmoins, on voit sur le graphique à droite qui montre cette montée du niveau des mers pour les 5 grands scénarios dont je vous parlais, on a une vitesse de montée du niveau des mers qui n'est pas la même d'un scénario à l'autre. Donc ça va changer la possibilité d'adaptation, sachant que cette augmentation du niveau des mers, elle conduit à des risques en cascade, c'est-à-dire aussi bien des risques qui vont être liés aux problèmes de submersion que des problèmes de salinisation des eaux souterraines sur les littoraux, des problèmes de dommages aux infrastructures ou des problèmes sur les écosystèmes côtiers, les mangroves notamment. Donc le rapport du groupe 2 analyse les différentes solutions d'adaptation. Le résultat clé qui est présenté dans le rapport de synthèse, qui est du coup sur cette montée du niveau des mers, il montre la différence et la nécessité de prendre en compte à la fois le temps qu'il faut pour mettre en place des solutions d'adaptation, mais aussi la durée de vie de ces solutions d'adaptation. Donc on le voit ici illustré par exemple par la restauration des écosystèmes côtiers par rapport à élever des maisons, faire des digues ou relocaliser les populations. On comprend bien que ce n'est pas du tout le même temps de mise en place, mais ce n'est pas non plus du tout la même durée de vie. Durée de vie qui dépend là aussi de la vitesse à laquelle le réchauffement va s'opérer. Donc, ce que montre le rapport, c'est qu'on a déjà une baisse des émissions dans 18 pays, donc ce sont des pays essentiellement en Europe de l'Ouest et les États-Unis, avec une bonne partie, plus de la moitié des émissions qui font l'objet aujourd'hui de politiques publiques qui ont permis d'éviter des émissions. On a des énergies renouvelables dont le coût a très fortement baissé. On a aussi des analyses dans ces rapports de politiques qui sont conduites et qui sont à la fois très acceptées par les populations et qui permettent d'avoir un retour sur la possibilité de déploiement de ces politiques. On a également des progrès en termes d'adaptation. Néanmoins, on sait que c'est aujourd'hui, les réponses sont très fragmentées. C'est plus souvent considéré problème par problème au lieu d'avoir des visions vraiment multisectorielles. On a beaucoup de problèmes de maladaptation, c'est-à-dire des solutions qui sont mises en place mais qui, à moyen terme, aggravent la situation. Et puis des flux financiers très insuffisants, en particulier sur l'adaptation et en particulier en termes de transfert vers les pays en développement qui ne leur permettent pas aujourd'hui l'adaptation qui est nécessaire. Donc les rapports du GIEC, le rapport du groupe 3, enfin du groupe 2 et du groupe 3 analysent les moyens d'action, donc aussi bien sur l'adaptation que sur l'atténuation, donc la limitation des émissions. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'émissions mondiales pour être sur ces trajectoires compatibles avec l'accord de Paris? Donc, je vous disais, rester en dessous de 2 degrés. Donc, ce qu'il faudrait en termes d'émissions mondiales, c'est que l'on soit sur la courbe bleue ou la courbe rouge que vous voyez ici en haut pour l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est la condition pour être en raccord avec l'accord de Paris. Ce que vous voyez dans la petite barre Nationally Determined Contribution, c'est ce vers quoi on va si on prend en compte les promesses faites par les États. Donc on voit que les promesses qui sont faites sont encore insuffisantes par rapport à ce qu'il faudrait. Et ce que l'on voit en rouge, c'est l'analyse de ce qui est réellement aujourd'hui implémenté dans le droit des pays. Donc vous voyez que même entre les promesses et ce qui est effectivement implémenté, il y a là aussi à nouveau un écart significatif. Et en fait, ne pas être sur ces trajectoires en vert ou en bleu, ça signifie à un moment donné devoir recourir très massivement à ce que l'on appelle des émissions négatives, donc des mécanismes pour capturer du CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est aujourd'hui des problèmes importants en termes de déploiement, de faisabilité qui sont également des gros points d'interrogation et de soutenabilité ou de risque notamment de préemption de terres
dans des pays qui n'ont pas contribué au réchauffement climatique. Donc, juste un point quand même important qui est sur le transfert de technologie, qui est un levier essentiel aujourd'hui pour cette transition, pour ne pas laisser les pays en développement repasser par des trajectoires polluantes, que ce soit pour la pollution atmosphérique ou pour du CO2, quand il y a des moyens de faire autrement. Un point important à retenir, c'est aussi que d'un secteur à l'autre, la vitesse de réduction qui est envisagée n'est pas forcément la même, puisque évidemment les possibilités technologiques ne sont pas forcément les mêmes, et que dans les scénarios, quand on arrive à net zéro, donc à des émissions faibles compensées, là aussi d'un modèle à l'autre, ça ne va pas vouloir dire la même chose. Il va y avoir plus ou moins de recours aux émissions négatives. Donc le GIEC n'est pas prescriptif et ne dit pas il y a une trajectoire possible. Il étudie encore une fois différentes trajectoires compatibles avec l'objectif. Donc je vous disais, dans les rapports du groupe 2 et du groupe 3, vous pouvez trouver à la fois des solutions d'adaptation et d'atténuation qui sont présentées par grands secteurs d'activité. Donc ce que vous voyez à droite, c'est plus la barre est grande, plus il y a un gisement important à l'échelle mondiale en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce qui est analysé, c'est que si on déployait très massivement les solutions qui sont aujourd'hui existantes, donc sans avoir à en inventer de nouvelles, on pourrait déjà réduire d'un facteur 2 les émissions mondiales d'ici à 2030. Donc la science a vraiment amené des solutions qui sont analysées dans le rapport, avec également les liens croisés qu'il peut y avoir en termes de développement ou de risque pour la biodiversité. Donc il n'y a pas une solution qui est bonne pour tout le monde et dans tous les endroits, mais il y a quand même aujourd'hui énormément de matière pour faire avancer cette réduction des émissions. Donc, je ne vais pas vous le détailler puisque vous aurez les transparents, mais du coup, ça permet de voir ce qui est possible et déployable dans les différents secteurs, avec encore une fois, dans les rapports du groupe 2 et 3, les liens aussi avec les objectifs de développement durable pour chacune de ces solutions. Ce qui est un autre point important aussi qui ressortait du rapport du groupe 3, c'est le fait qu'il y a un gisement très important qui est de travailler sur la demande et de faire que, notamment dans les pays développés, il y ait des modes de vie qui soient plus sobres en carbone, qui soient adoptés. Donc, ce que l'on voit, les barres blanches, ce sont les émissions en 2050 si on n'a pas ces politiques basées sur la demande. Et les flèches vertes, c'est le potentiel qu'on a pour réduire ça si on joue sur la demande. Donc, par exemple, sur l'alimentation, ça va être promouvoir des régimes moins carnés, donc avec moins de consommation de viande. C'est développer des transports terrestres ou développer dans l'industrie du bâtiment des choses qui permettent de réduire grandement la demande en énergie. Et ça, toute cette action qui est sur la demande, ça permet de réduire de 40 à 70% les émissions autour de 2050, mais ça passe par des politiques publiques qui doivent être très proactives. Ça ne passe pas par des petits gestes individuels, mais bien par des choses qui doivent à un moment donné être acceptées et adoptées par les populations, mais avec derrière des politiques à la fois pour qu'on ait une offre pertinente et qu'elle soit lisible, qui doivent être extrêmement proactives. Et en fait, l'ensemble de ces solutions, c'est aussi des solutions qui ont des bénéfices immédiats pour la santé. Ça veut dire moins de pollution de l'air, en particulier dans les villes. Ça veut dire aussi des mobilités actives, une alimentation saine, donc des choses qui ont un retour sur investissement en termes de santé publique immédiat. Donc, ce graphique qui est dans le résumé technique du groupe 3, il montre les enjeux très différenciés qui peuvent exister dans les pays développés en regard des pays émergents en termes de changement d'émissions par personne, avec dans les pays développés qui sont les bulles en bleu, ce qui est représenté à chaque fois sont sur l'axe vertical les émissions par personne en fonction de l'indice de développement humain, donc
à la fois le PIB, l'espérance de vie et l'accès à l'éducation. Donc on voit la très grande dispersion pour les pays développés en termes d'émissions, mais pour des indices de développement humain qui peuvent être équivalents. Donc c'est pas plus on émet, plus la population a un accès à la santé, à l'éducation. Par contre, on va avoir des pays, notamment en gris, qui sont des pays qui ont encore besoin d'avancer en termes de développement humain et d'accès à certains axes de développement, ce qui peut vouloir dire passer pendant un certain temps par des émissions un petit peu plus fortes. Donc les trajectoires de soutenabilité, c'est des choses qui vont être très différentes pour les pays en bleu qui doivent redescendre en pression en termes d'émissions par personne, et les pays en gris qui doivent, eux, plutôt travailler sur leur indice de développement humain. Donc, j'en arrive à la partie sur les matériaux. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas ma spécialité du tout. Donc, c'est plus pour vous donner envie d'aller regarder ce qu'il peut y avoir dans le rapport du groupe 3. Donc, ce rapport du groupe 3, il parle d'abord de l'augmentation en matériaux qui a énormément augmenté ces 2-3 dernières décennies de manière décorrélée de l'augmentation de la population. Et il montre aussi qu'il y a des nombreuses options qui permettent de réduire cette pression en termes de demande de ressources, qui vont d'une meilleure gestion de la demande, d'une circularité, donc réutilisation des matériaux, efficacité des matériaux. Il montre aussi qu'il y a des processus qui existent, qui permettent de fabriquer ces matériaux, et notamment les matériaux primaires, avec des émissions de gaz à effet de serre qui soient beaucoup plus faibles que ce qui peut exister aujourd'hui, donc notamment pour l'acier et pour le ciment. Toutes ces techniques, elles sont démontrées en termes de faisabilité technique. On sait qu'elles peuvent augmenter les coûts de production, mais ce que dit le rapport, c'est que le coût en termes de matériaux reste faible par rapport au coût final de ce qui est acheté. Donc finalement, ce n'est pas forcément une très grande augmentation pour les consommateurs finaux. Le rapport insiste aussi sur la nécessité d'avoir des approches en cycle de vie. Donc là, vous voyez par exemple un exemple de méta-analyse d'analyse en cycle de vie, mais issu de méta-analyse, donc d'analyse de l'ensemble de la littérature existante pour les matériaux du bâtiment, et qui permet de comparer à la fois en termes de demande énergétique, c'est ce qui est à gauche, et d'émissions de carbone, l'ensemble de ce qui va être demandé ou émis pour différents matériaux qui sont employés dans le bâtiment. Et donc, l'une des conclusions principales qu'on retrouve dans le SPM, c'est résumé pour décideurs du rapport du groupe 3, c'est le fait que pour le secteur industriel, ça va être difficile d'arriver à des émissions nulles, que ça demande une action coordonnée tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est ce qui est décrit en dessous. Ça demande des politiques industrielles ambitieuses, ça demande de l'accompagnement pour les secteurs qui, du coup, vont être amenés potentiellement à disparaître ou à devoir se restructurer très profondément. Et ça demande de promouvoir ces options d'atténuation qui sont basées à la fois sur la gestion de la demande, sur l'efficacité et sur la circularité des matériaux. Voilà, je m'arrête ici pour qu'on ait quelques minutes de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment... moi, je pensais connaître un petit peu de choses, mais j'ai appris beaucoup de choses, et puis c'est vrai que ça donne à réflexion, mais ça fait peur aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pendant que la salle réfléchit, si on revient sur votre diapo sur les jours de risque mortel, qui est assez effectivement effrayant, et qui peut se traduire, je pense, directement, même pour des augmentations de l'ordre de 1,7, enfin 2 degrés,
de migration possible et probable parce que l'espèce humaine va se déplacer, c'est clair, de milliards de personnes pratiquement. Alors, en pratique, ce qui se passe en termes de migration, enfin, les gens qui peuvent partir de leur pays sont déjà les gens les plus riches de leur pays. Et donc, on sait qu'une partie de la population ne va pas avoir d'autre choix que de subir ça. Donc, ça pose vraiment de vraies questions. Au-delà de 2 degrés, on pense qu'il y a toute une agriculture de proximité, de gens qui vivent de cette agriculture, bon, qui sont pas liés aux marchés mondiaux agricoles, qui vont se retrouver en très grande difficulté parce qu'ils ne pourront plus continuer à simplement planter et vivre de leur agriculture. Donc, ça pose beaucoup de questions, mais derrière, c'est ce qui est montré aujourd'hui. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des populations dont l'essentiel va subir le réchauffement là où il se produit et ne va pas forcément avoir la possibilité De migrer. de migrer. Donc, c'est sans doute, enfin, c'est plus de migration à l'intérieur des régions. Par région, j'entends des continents. Sans doute aussi une migration qui augmente peut-être d'un continent à l'autre, mais c'est pas, c'est des fois affiché un peu comme un chiffon rouge. En pratique, oui, forcément, les gens qui subissent essaient de partir, mais il faut bien comprendre surtout qu'il y a une grande partie qui subissent sans pouvoir partir. Oui. J'ai vu dans un article des Échos que le Sahel, c'est un endroit Un petit peu où il y plus avait fort. plus de pluie. J'ai vu qu'il y avait plus de pluie au Sahel et que de ce fait, ça reverdissait. Peut-être dans certains secteurs. Vous avez vu ces choses-là? Alors, je suis pas du tout spécialiste du Sahel. En pratique, enfin, de manière générale, les endroits où il y avait déjà des problèmes de sécheresse s'est accentué, tandis et sur les graphiques que j'ai montrés, on peut avoir l'impression, parce que du coup, ça se retrouve en vert, qu'il y a une augmentation de l'humidité. En pratique, c'est des changements relatifs, donc ça n'est pas significatif. C'est-à-dire que pour un endroit où il n'y avait pas de précipitation, vous pouvez avoir une impression, comme c'est écrit là, de changements importants, mais qui en fait sont juste importants en termes de pourcentage. Donc après, spécifiquement sur le Sahel, je ne sais pas dire s'il y a des points en particulier où il peut y avoir un verdissement. Est-ce que la politique de natalité peut régler certains problèmes? Alors, la politique de natalité, qui est quelque chose dont on parle presque systématiquement, en pratique, comme j'ai dit, 50% de la population mondiale, c'est moins de 15% des émissions. Donc, la natalité, les endroits où il y a une forte natalité, ce ne sont pas des endroits où les gens sont émetteurs. En général, c'est des endroits où les populations sont très pauvres, n'ont pas accès à l'éducation et c'est derrière ce qui crée cette forte natalité. Derrière, ce qui fait les émissions mondiales, c'est vraiment nos modes de vie dans les pays développés qu'on essaie de promouvoir dans les pays en développement. Mais c'est pas sur la pression sur les terres et sur l'aspect biodiversité. Je pense que ça peut être un petit peu différent parce que c'est plus de gens à nourrir, mais là encore, on a 30% de surproduction mondiale chaque année, donc c'est de production alimentaire. Donc c'est pas aujourd'hui ce qui est le facteur déterminant. On a 30% de l'alimentation qui est produite, mais qui ne va jamais dans aucun estomac, ni humain, ni animal. Donc, en fait, on voit que c'est un problème de répartition plus que de production. Donc, derrière, ce n'est pas la natalité le principal, c'est pas le problème qui est générateur. C'est pas ce qui est générateur du problème. Quand on voyage, quand on va dans certains pays, style, je sais pas, moi j'allais au Pakistan pour mon travail, bon, il y a une pollution dans les villes qui est franchement impressionnante. Et ça se trouve aussi dans le pays, quoi. Ça, c'est des années et des années, parce que les gens ne sont pas en mesure de changer leur camion, le transport, les voitures. Alors, ça peut aller très vite. En Ça peut Chine, aller- par exemple, ça a été beaucoup plus vite que même ce qu'il pouvait y avoir dans les scénarios. Donc là, on parle vraiment de pollution, c'est-à-dire plutôt de particules fines ou de certains gaz réactifs. Ça peut aller très vite parce que c'est des technologies qu'on a, qui existent, qui ne sont pas forcément toutes coûteuses. Donc, avoir des technologies de filtration,
c'est quelque chose qui est possible. Et quand les pays ont atteint un certain niveau de développement et s'y mettent, ça peut, comme dans le cas de la Chine, aller extrêmement rapidement. Et après, il y a des problèmes de changement de pratique, par exemple, sur tout ce qui va être feu de culture, tout ce qui va être brûlis ou les feux qu'il peut y avoir en Inde à la fin des cultures pour brûler les résidus, où là, ça demande des changements de pratique. C'est un peu plus... Dès lors que c'est des changements de pratique humaine, c'est toujours un petit peu compliqué de faire changer les gens, mais c'est aussi faisable relativement rapidement. Donc, c'est pas forcément pour des années. C'est-à-dire que nous, Europe, États-Unis, on a mis des décennies à faire décroître la pollution, mais aujourd'hui, les techniques sont matures et transférables, et il y a une partie de changement qui est parfois, par exemple, il y a toute une partie qui est aussi sur le traitement des déchets, où là aussi, c'est des choses qui sont transférables et qui sont des enjeux majeurs sur les aspects de pollution dans les pays en développement. D'autres questions, Martine? Vous avez dit, je crois que Plus fort, plus fort. vous avez dit que dans une de vos slides, peut-être que les émissions de particules fines étaient en train de diminuer, vous avez noté ça, au niveau mondial. Et vous avez dit depuis combien de temps enfin, vous avez aussi qu'on a quand même hérité de la pollution du début de l'ère industrielle. Donc là, on parle plus de particules fines, dans la stratosphère, ça veut être des gaz, des carbone, des soufre. Et donc, est-ce que ce ratio-là est quantifié maintenant entre l'histoire du début de l'industrialisation et de la mutation des particules? Alors, enfin, sur les émissions de CO2, je vous les ai montrées, ça c'est assez bien connu, puisque les émissions de CO2, on sait quelle quantité on a brûlé de combustibles fossiles, et donc c'est relativement facile à reconstruire. On a la même chose, on a des émissions historiques sur l'ensemble des autres composés, et on peut, pour certains, alors, la difficulté sur ce qui est pollution atmosphérique, donc hors CO2, pollution au sens de ce qui est directement toxique pour nous, pour la végétation, la difficulté, c'est que ça reste peu de temps dans l'atmosphère, donc c'est très hétérogène spatialement. Donc, on a besoin d'avoir des mesures en de nombreux endroits pour vraiment pouvoir reconstruire ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et c'est très, très loin d'être le cas aujourd'hui pour la plupart des polluants. Néanmoins, on sait, on a aussi des informations par satellite, donc on sait que sur les particules, nous, on a passé notre maximum en Europe et aux États-Unis dans les années 90, il me semble. On a la Chine qui est en train de redescendre relativement rapidement. Après, on a des zones du monde, en Asie, en Inde notamment, où on n'a pas encore atteint vraisemblablement le maximum. Donc là, on parle de l'ensemble des particules, et c'est une sous-catégorie, les particules soufrées, qui conduisent au refroidissement parce qu'elles vont interagir avec les nuages. Donc, sur la pollution, nous, dans nos pays, on a placé le maximum, sauf sur certaines pollutions, comme par exemple la pollution à l'ozone, qui est une pollution qui, elle, ne baisse pas dans nos pays, aussi parce qu'une partie de l'ozone est produite par l'oxydation du méthane, qui est un gaz à effet de serre, dont les émissions ne baissent pas, voire augmentent. Donc, ce que l'on dit sur la pollution dans ces rapports, c'est le fait que même si dépolluer, ça contribue à démasquer une partie du réchauffement parce qu'on a moins de particules, aujourd'hui, si on agit sur le méthane, ça permet de contrebalancer ça. Donc, l'objectif n'est pas d'arrêter de dépolluer, parce que c'est un enjeu majeur de santé publique, c'est de continuer les efforts sur la baisse de pollution atmosphérique et en même temps accroître les efforts sur le méthane, qui est à la fois très, très réchauffant et qui contribue à la formation d'ozone. D'autres questions? Alors, peut-être juste deux petites questions pour terminer. Donc, vous avez bien mis l'accent sur le fait que même quelques dixièmes de degrés, c'est en fait des effets qui peuvent être catastrophiques.
Est-ce que j'ai bien compris? Parce que même des dixièmes de degré, ça veut dire des événements catastrophiques, genre sécheresse ou tornade ou je ne sais pas. C'est dans ce sens-là ou parce que c'est la moyenne en fait, ces dixièmes de degré dont on parle, de 1,7 à 2 ou 1,5 à 1,7, etc. Alors oui, c'est la moyenne, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui en France, il y a toute une discussion sur le fait de s'adapter à 4 degrés de réchauffement. Ce n'est pas 4 degrés à l'échelle mondiale, ça correspond à peu près à 3 degrés à l'échelle mondiale. Et 3 degrés à l'échelle mondiale, c'est ce vers quoi on va. Si on regarde la courbe que je vous ai montrée sur la courbe rouge, là, ça nous amène à 3,2 degrés en fin de siècle. Donc aujourd'hui, avec les politiques implémentées, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc, essayer de s'adapter à 4 degrés, c'est juste s'adapter à ce qu'il y a de plus probable. Derrière, oui, chaque dixième de degré vient rajouter du réchauffement. C'est-à-dire qu'on voit déjà aujourd'hui à 1,1 degré cette augmentation de tous les extrêmes. Donc, à chaque fois qu'on réchauffe, on augmente la probabilité d'avoir encore plus d'extrêmes et que ceux-ci soient encore plus intenses. On n'est pas forcément capable, avec les modèles, de vraiment dire ce qui se passe pour 0,1 degré de réchauffement, parce qu'il y a quand même une incertitude qui rend compliqué les statistiques derrière, mais on voit très nettement les choses qui s'amplifient entre 1,5 et 2 degrés. C'est pour ça que c'est un peu... Aujourd'hui, dans la sphère médiatique, on parle beaucoup de « Ah, ben, l'objectif de 1,5 degré est raté, donc de facto, on irait vers 2 degrés ». En fait, non, l'objectif de l'accord de Paris, il dit tout faire pour rester à proximité de 1,5 degré, parce que être à 1,6 degré, c'est mieux qu'à 2, être à 1,7, c'est mieux qu'à 2. Donc, c'est garder la pression pour vraiment rester le plus près possible de l'objectif. Et ces objectifs, c'est juste une vue de l'esprit. C'est pas par palier, soit 1,5, soit 2, soit 2,5, soit 3. C'est vraiment essayer en fait, 1,5, c'était parce qu'on sait qu'on ne peut pas sortir immédiatement des émissions. Donc, c'était un compromis pour garder quelque chose qui soit réaliste, même si dès le début, il était clair que ça l'était faiblement, mais c'était une volonté, en particulier des petites îles qui subissent déjà très fortement la montée du niveau des mers, de garder sur la table un objectif diplomatique qui soit très ambitieux pour limiter la casse. D'accord. Pas d'autres questions? Je pense qu'on n'en a pas. Monsieur Abaye, bonjour. Bonjour Sylvain, juste 2 minutes. Oui, merci. Nous avons une question pour vous. Oui, bonjour Abdelak Bouchou, vous m'entendez? Sylvain, 2 minutes. On prend une dernière question et puis après, on étale. Vous entendez? Oui. Ah d'accord. Bon. Bonjour à tous. Abdelak Bouchou. Oui, maintenant. Quelqu'un a coupé le son? Oui, c'est moi. Ah, parce que le monsieur voulait poser une question. Oui, mais visiblement, vous voulez que ça soit ici, non? Ah, d'accord. Ah oui, oui, ok. Allô, Alors, vous allez pouvoir reposer la question. Oui, Sidoine, c'est bon, vas-y. Ça va être bon. il faut qu'il réactive le son. Demande, fait demande, réactive, appuie dessus. Sidoine? Allô? Voilà, c'est bon. Ah, vous nous entendez? Oui, oui. Ah, donc voilà, je me représente Abdelak Bouchou, Expertise France ici au Bénin. Déjà, je voudrais vous remercier pour cette présentation très, très intéressante et je rejoindrai Abaye sur certains aspects que je trouve inquiétants, mais je pense que c'est aussi l'objet de nous montrer une situation qui est connue aujourd'hui, hein, et qui va nous amener donc à réfléchir, on va dire globalement sur ce qui nous arrive lorsqu'on ne prend pas les précautions qui s'imposent à nous. Donc ma question, elle concerne les impacts sur le changement climatique. Vous avez une slide, je crois, dans le premier tiers de votre présentation.
et certains impacts étaient qualifiés de positifs et négatifs, si j'ai bien vu. Oui. Voilà, et donc j'ai vu que la pénurie d'eau était qualifiée d'impact négatif et positif. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça peut être vu positivement d'avoir un impact de pénurie d'eau positif? En fait, ce n'est pas un impact positif de la pénurie d'eau, c'est un impact positif en termes de baisse de pénurie d'eau pour certaines régions. C'est-à-dire certaines régions qui avaient des pénuries d'eau et qui aujourd'hui voient une augmentation de leurs précipitations vont avoir cet impact positif d'avoir moins de pénurie d'eau. Donc, c'est ça le point. Ah, d'accord. Dans le rapport de synthèse, vous pouvez trouver aussi région par région l'état des lieux pour chacun de ces paramètres. On peut avoir par exemple des régions qui vont être plus propices à l'agriculture en raison du réchauffement climatique. C'est des petites régions. Là, c'est la synthèse à l'échelle mondiale. On sait que c'est plutôt un problème en termes de rendement de culture, mais ça n'empêche pas que localement, il puisse parfois y avoir un effet positif. Donc, le rapport du groupe 2, il analyse aussi bien les effets positifs que négatifs. Mais après, un problème de pénurie d'eau, c'est forcément un problème grave en soi. Donc, ce que dit le rapport, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de la population subit au moins une fois par an un problème de pénurie d'eau, pas forcément lié au changement climatique, mais que ces problèmes sont exacerbés par le changement climatique. Ah, d'accord, merci. Merci Abdelak. Il y avait une dernière question, non? Alors, on va remercier Sophie encore pour vraiment un exposé qui était bien synthétique et informatif pour beaucoup d'entre nous, pour peut-être tous, et aussi être content que ce travail scientifique du GIEC vraiment semble extrêmement exhaustif. Malheureusement, peut-être influe pas encore sur les politiques autant qu'il devrait, mais voilà. Merci donc.